Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 16 mars, une journée qui démarre d'ailleurs tristement sur les routes de Guadeloupe. Un accident mortel s'est produit dans la matinée à Vieux-Habitants. Ça s'est passé sur la Nationale 2 en direction de Basse-Terre pour une raison encore inconnue. Une voiture a fait une sortie de route, bilan 2 morts et des blessés. Les victimes étaient en vacances dans notre département. La région et l'État viennent de financer 2 machines permettant de ramasser les algues sargasses à terre de haut. C'est une entreprise guadeloupéenne qui a obtenu le marché. Elle a accompagné la livraison des engins d'une formation pour les agents de Brigade Verte. Démonstration hier d'ailleurs sur la plage de Pompierre en présence de la caméra de Muriel Barlagne. On l'appelle le dumper. Il est équipé d'un bac qui se lève et qui peut tourner sur lui-même. Il sert à transporter des sargasses ramassées par les agents de la Brigade Verte de Terre de Haut. Lui, c'est un tracteur agricole un peu particulier. Il est modulable. On peut y intégrer de nouveaux éléments à l'avant et à l'arrière, râteau pour rassembler les sargasses, chargeur avec griffes pour les ramasser, mais aussi un godet et une remorque. Ces 2 machines flambant neuves ont été livrées lundi. C'est le résultat d'un marché passé fin décembre 2015 par la mairie de Terre de Haut et obtenu par la Sodimat, une entreprise de Jarry. Ce projet s'est mis en place avec les services de l'État suite aux invasions de sargasses que nous avons à déplorer depuis un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années. Donc voilà, avec les services de l'État et de la région. Donc nous avons pu acquérir ce matériel qui a quand même coûté 155 000 euros. 155 000 euros où la région et l'État se sont partagés ce financement. L'entreprise retenue pour ce marché a accompagné la livraison des engins d'une formation pour les agents de la Brigade Verte. Ils sont 6 affectés à la plage de Pompierre. Rémunérés par la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, ils travaillent tous les jours depuis près d'1 an. Jusque-là, ils utilisaient le beach plage, une machine qui passe les algues au tamis avant de les stocker dans une benne pour récupérer le sable. Une solution idéale, mais insuffisante. Des fois, la première machine qu'on avait nous abandonnait, il y avait quelques petites pannes. Mais franchement, quand on l'a, ça nous donne un bon coup de main et puis on nettoie la plage le plus vite possible, quoi. Déjà, on est beaucoup plus efficace, ça va plus vite. Ça aide énormément les agents parce que c'est vrai que tous les jours venir nettoyer une plage et la laisser propre et le lendemain la retrouver avec autant de sargasses, psychologiquement ça marque. Et donc ce que j'attends de ce matériel, c'est que Pompierre et les autres plages de Terre de Haut, parce que nous recevons énormément de touristes, redeviennent une plaque tournante comme elle a toujours été. Ces 2 nouveaux véhicules serviront à nettoyer les 12 plages de l'île. Pour celle de Pompierre, la municipalité pense investir dans une cribleuse supplémentaire. Il reste à résoudre l'épineuse question du stockage et de la valorisation de ces algues. Pour l'instant, elles sont déposées sur place, mais les gaz produits par leur décomposition seraient en train de détruire les arbres. On passe à l'actualité sociale alors qu'hier, la Cour d'appel de Basse-Terre n'a pas donné suite à l'affaire Jocelyn-Le-Borgne. Les libertés syndicales étaient largement évoquées ce matin à la Cité des métiers du Rézé. L'UGTG organisait une conférence sur ce thème en présence de nombreux syndicalistes de la Caraïbe, notamment d'Haïti, du Suriname, de Sainte-Lucie ou encore de la Dominique. Les précisions de Muriel Barlagne. La solidarité entre les organisations syndicales guadeloupéennes et avec celle des îles voisines doit se renforcer. C'est l'un des éléments essentiels de la lutte pour les droits des travailleurs. Pour les militants de l'UGTG, le procès de Jocelyn-Le-Borgne en est un bel exemple. Le ministère public vient de décider de ne plus donner suite à l'affaire de ce syndicaliste qui avait refusé de se soumettre à un test ADN, une affaire qui a fait réagir au niveau international. Nous recevons des dizaines et des dizaines de communiqués du Mexique, du Brésil, de Trinidad et Tobago et d'autres pays qui ne peuvent pas venir. Et le fait de faire des communiqués, des interpellations, de venir, de relayer combat en nous,
eh bien, ça a fait en sorte que voir en nous qu'aille au-delà des limites de la Guadeloupe. Et c'est important que l'opinion internationale, que tout le monde sache que nous sommes gourmets et que l'État français, c'est véritablement l'État colonial en pays en nous. Si la solidarité doit s'organiser entre différents syndicats et au-delà des frontières, c'est pour faire face à la montée de la répression syndicale. Le Comité international contre la répression et pour la défense des droits politiques et syndicaux œuvre en ce sens en France depuis 1976. Il est venu apporter son soutien dans le procès Le Borgne. En Guadeloupe, en 5 ans, plus de 100 militants syndicalistes ont été convoqués par la justice pénale. C'est un chiffre considérable parce que rapporté à la population salariée de l'Hexagone, c'est comme s'il y avait eu 15 000 procès pénaux. Et on peut donc voir l'ampleur de ce que signifie la répression antisyndicale. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et donc, il est clair que cette victoire sur le procès Le Borgne n'épuise pas toutes les questions, puisque le dispositif qui est en œuvre continue à être comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des syndicalistes. Cette réunion organisée à la Cité des métiers du Rézé a été l'occasion pour des syndicalistes d'horizons divers de venir témoigner. Parmi les pays invités, la Martinique, la Guyane, mais aussi la Dominique, Haïti, le Suriname et Sainte-Lucie. Moi, j'ai mené force et puis Kouaï by toutes les Guadeloupéens. À dans temps qui a venu, moi, j'ai souhaité les autres, même constate ici, pour nous parler de tous ces lots problèmes ça là. Nous ni en Guadeloupe. Une journée d'échange et de formation qui pourrait devenir récurrente. Il s'agissait aussi aujourd'hui de réfléchir à un moyen de la rendre pérenne. La Semaine nationale des mathématiques a démarré lundi, une 5e édition destinée aux élèves et qui a pour thème cette année maths et sport. 2 activités a priori éloignées mais qui ont pourtant des valeurs communes. Une course d'orientation devait notamment avoir lieu ce matin au golfe des Abîmes. Alors même si le mauvais temps a quelque peu perturbé cette activité, les élèves ont pu notamment apprendre à se servir d'une boussole. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Une semaine pour les mathématiques. Pour cette 5e édition, c'est le sport qui est associé à cette matière. Le but, promouvoir les maths et susciter des vocations. Donc c'est un événement qui est organisé au niveau national et qui a pour but de donner une image beaucoup plus vivante, beaucoup plus actuelle des mathématiques, puisqu'on sait qu'on est de plus en plus dans un contexte où on manque d'étudiants dans les filières scientifiques. 350 élèves issus des classes de 6e et de CM2 de la zone prioritaire des Abîmes avaient donc rendez-vous au golf pour une course d'orientation. Cette année, c'est maths et sport. Donc, il a été question pour nous de vraiment chercher à allier ces 2 disciplines. Et voilà. Toutes nos excuses pour ce petit incident technique. On va prendre tout de suite la direction de notre grande région de la Caraïbe où il sera question de l'exercice grandeur nature d'alerte au tsunami. Mais tout de suite, on va s'intéresser au voyage du président américain Barack Obama à Cuba. Ce sera à partir de lundi prochain. 2 jours de visite avec sa femme Michelle où ils assisteront à un match de baseball ou encore rencontreront Raúl Castro. Voici la Minute Caraïbe. C'est la visite de l'année. Entre lundi et mardi prochain, Barack Obama va se rendre à Cuba. Il sera le premier président états-unien en fonction à fouler le sol cubain depuis 1928. C'est donc un voyage à la fois symbolique et historique. On s'attend d'ailleurs à un accueil des plus chaleureux des Cubains. Les 2 jours de visite de Michelle et Barack Obama sont millimétrés. Ils assisteront à un match de baseball, un sport typiquement nord-américain, mais très populaire à Cuba. Ils verront Raúl Castro, mais pas Fidel, qui symbolise le conflit ouvert avec les États-Unis. Raúl le frère, c'est l'homme qui incarne l'ouverture jusqu'à son départ programmé pour 2018. Mais la question qui fâche est surtout de savoir si Barack Obama rencontrera des dissidents au régime cubain. Une chose est sûre, ce voyage devra accélérer les changements à Cuba et donner une dimension de proie à Obama avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche l'an prochain. Exercice d'alerte au tsunami dans la Caraïbe ce jeudi.
Objectif, identifier les faiblesses éventuelles des alertes au tsunami dans la région. Créée il y a 11 ans par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, l'exercice en question doit permettre de tester un double scénario incluant un important tremblement de terre au large de la côte du Venezuela et un autre au large de la côte nord de la République dominicaine. Des messages fictifs seront envoyés par le Pacific Tsunami Warning Center. Dans la foulée, chaque pays de la Caraïbe pourra choisir d'avertir sa population par des sirènes ou des haut-parleurs. Près de 70 000 personnes sont impliquées dans cet exercice grandeur nature allant du Venezuela à la Floride. Au cours des 500 dernières années, 75 tsunamis ont eu lieu dans la Caraïbe, qu'ils résultent de tremblements de terre, de glissements de terrain ou d'activités volcaniques. Les tsunamis ont fait plus de 3500 victimes dans la région depuis le milieu du 19e siècle. À l'occasion de la 23e édition des World Travel Awards, Saint-Martin a été nominé dans la catégorie Première destination de la Caraïbe, meilleure destination pour les lunes de miel et destination la plus romantique de la Caraïbe. Les World Travel Awards ont été créés il y a maintenant 23 ans dans le but de récompenser l'excellence dans l'industrie du voyage, de l'hôtellerie et du tourisme dans le monde. Les World Travel Awards sont un gage de qualité mondialement reconnu. Les lauréats deviennent un point de référence pour l'industrie touristique. Si vous souhaitez voter pour Saint-Martin, vous pouvez cliquer sur le lien worldtravelawards.com. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 juillet prochain. Les résultats seront proclamés le 17 septembre lors de la cérémonie annuelle des World Travel Awards pour la région Caraïbe. Une cérémonie qui se déroulera au Sandals Ochi Beach Resort en Jamaïque. Et vous l'avez vu il y a quelques instants, toute la Caraïbe va procéder demain à un exercice d'alerte au tsunami, y compris notre département, la Guadeloupe. Son nom, Carib Wave, une opération coordonnée par les services de l'État pour se préparer à une submersion marine. Dans les faits, des établissements scolaires seront notamment évacués. Pour en parler en détail, nous recevons ce midi Jean-Marie Terra, coordonnateur académique des risques majeurs. Bonjour. Bonjour. Alors cet exercice, on l'a entendu, existe depuis 2009, mais c'est seulement la deuxième année que la Guadeloupe va y participer, hein, c'est bien ça? Tout à fait, c'est la deuxième année où on va s'impliquer dans ce dispositif, dans le dispositif Intercaraïbe. Donc c'est quelque chose de très intéressant qui va nous permettre de développer la prévention des risques au niveau des écoles. Il y a un vrai risque de tsunami en Guadeloupe? Il y a un vrai risque sur toute la Caraïbe, bien sûr, hein, vous l'avez entendu dans le reportage. Il y a eu 75 tsunamis, en tout cas notables, historiques. Et potentiellement, comme on a beaucoup construit sur les côtes, on a augmenté les risques, bien sûr, de victimes si les alertes ne sont pas données à temps et qu'on ne soit pas réactif. Alors pourquoi les établissements scolaires sont autant concernés par cet exercice? Si vous voulez, on est très impliqué dans la prévention des risques en Guadeloupe. J'ai tendance à dire souvent que nos enfants sont aussi bien, sinon mieux formés que les petits japonais, parce qu'on met en place beaucoup d'exercices, beaucoup de choses opérationnelles avec nos équipes. Et on a des gens assez formidables, des directeurs d'école, des chefs d'établissement qui s'investissent énormément, qui font régulièrement des exercices de ce type. Alors, donc, allez-y, excusez-moi. Oui, non, concrètement, en fait, j'allais vous demander concrètement en quoi ça va consister cet exercice demain, puisqu'il y a un scénario qui a été mis en place. Tout à fait. Alors, donc, chaque département choisit son scénario et son degré d'implication. Pour la Guadeloupe, on a décidé de faire jouer pratiquement tous les acteurs de l'éducation nationale, donc pratiquement toutes les écoles, collèges et lycées, puisqu'à un moment donné, on s'est aperçu que certains établissements sont capables d'avoir des activités nautiques. Donc ils se retrouvent en bord de l'eau, donc il faut qu'ils soient capables aussi d'alerter des classes qui sont en train de faire du canoë ou de la planche à voile. Donc tout le monde est vraiment concerné, mais à des degrés différents. C'est évident, hein. Il y a pour certains endroits, on a besoin de traverser la nationale, par exemple. S'il n'y a pas la présence des forces de l'ordre, on a demandé aux écoles donc, de tout faire comme s'ils allaient partir et de s'arrêter à ce moment-là de l'exercice. L'objectif, c'est surtout d'être très réactif. Ce sont des choses qui vont vite. Et notre gros problème, c'est la communication. Là, on est dans le scénario où tout fonctionne. On n'a pas eu le tremblement de terre. Donc les téléphones fonctionnent, les fax, tout marche. Donc on profite de tous nos éléments, toute cette technologie pour aller le plus vite possible, pour que toutes les écoles aient le temps de réagir ensuite par la suite. Alors demain matin, comment ça va se passer? Alors demain matin, vous avez entendu, dans le scénario, le séisme est prévu au large du Venezuela autour de 10h. Alors le centre d'Hawaï va récupérer le message, va l'envoyer à Météo France, il l'enverra à la préfecture Martinique, il l'enverra à la préfecture Guadeloupe. Donc on espère que 20-25 minutes après, on aura ce message donc à notre niveau, au niveau du rectorat,
qui a monté une cellule de crise. Et l'objectif, c'est de prévenir le plus rapidement possible les 12 circonscriptions, donc c'est ce qui concerne les écoles, qui elles-mêmes, par des chaînes téléphoniques, appellent toutes les écoles. Et de l'autre côté, on a 60 collèges et lycées à appeler. Et donc on a tout un groupe de personnes qui sont prêtes avec leur liste de téléphone pour faire. Alors dans la réalité, si ça se passait, alors c'est pour ça que si je le dis souvent, s'il y avait demain, par malheur, un vrai tsunami, il faudrait qu'on fasse la distinction entre l'exercice et le vrai. C'est pour ça que tous nos messages commencent par exercice, exercice, exercice. C'est ce qu'ils disent les pompiers en général. Tous les élèves ont été prévenus de cet exercice ou pas? On pense, oui, s'il faut que les élèves soient prévenus pour qu'ils se préparent eux-mêmes, qu'ils prévoient, qu'ils emmènent leur sac à dos, enfin ce qu'ils ont envie d'emmener, parce qu'on fait pas, on laisse pas tout sur place pour partir. On part avec le minimum, mais au moins le sac, les clés de la maison, le téléphone portable, faut pas le dire qu'ils l'ont, mais ils l'ont au fond du sac. Des fois, ils ont eu sport, ils ont des chaussures de rechange, enfin ils ont du matériel. Donc ça, il faut partir avec. On peut laisser les cahiers et les livres, on leur en donnera après, mais au moins qu'ils partent, qu'ils se sauvent. Alors ce que je voulais dire aussi, donc on met en place ces protocoles. C'est-à-dire que le jour où ça va arriver, puisqu'on s'est entraîné, on pense que les choses vont être mécaniques. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'aller vérifier si telle école ou tel collège, tel lycée a fait son action. On sait qu'ils l'auront fait. Et ça, c'est un message à passer à la population, dans le sens où n'allez pas chercher vos enfants à l'école. S'il y a un risque de tsunami, ils n'y seront plus. Donc c'est aux parents à se renseigner où est la hauteur prévue par l'école, etc. Et puis la dernière chose, la préfecture, enfin la population peut aussi participer encore à l'exercice. C'est la nouveauté cette année, puisqu'on peut directement s'inscrire. Voilà, le site, la préfecture a mis en place sur son site. Il suffit de taper préfecture Guadeloupe. Vous avez un logo avec marqué Caribou F16 dessus, vous cliquez et vous vous inscrivez. Alors les actions peuvent être très simples, ça peut être par exemple préparer une trousse de secours. Alors pourquoi pas, mais on sait que dans beaucoup de maisons, c'est des choses qui ne sont même pas faites. Une dernière question, puisque c'est la deuxième année que la Guadeloupe participe. Quel avait été le bilan de l'exercice pour l'année dernière? Est-ce qu'il y avait des choses à améliorer? Il y avait pas mal de choses, au contraire. C'est-à-dire qu'on se dit que plus les exercices sont mauvais, c'est-à-dire, je ne devrais pas le dire, mais plus c'est mauvais, plus on apprend des choses. Et donc c'est important. Et l'an dernier, on avait appris par exemple qu'il fallait qu'on soit très vigilant sur les chaînes téléphoniques. Parce que si le premier relais n'avait pas le message, c'est toute une partie, tout un pan de la population qui n'avait pas l'information. Donc vigilance sur ce point-là, la transmission de cette alerte. Merci Jean-Marie Perrac d'avoir été sur notre plateau. Et bon exercice à tous mes collègues qui se sont beaucoup investis. J'ai eu énormément d'appels. Et donc monsieur le recteur aussi, enfin on est tous prêts à cet exercice. On sent que ce sont des moments forts dans la vie d'un élève, dans notre vie aussi. Et il faut qu'on soit prêt, enfin en tout cas le plus préparé possible. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de sport avec du football puisqu'il y avait deux matchs hier, de la 17e journée de DH. La Gauloise a battu le Red Star 2-1 et puis le CSM de son côté a battu l'USBM 3-0. On va changer de registre avec le festival Cris de femmes organisé par Nefsoul qui se poursuit. On vous propose de découvrir ce midi une exposition un peu particulière, une exposition dédiée au plaisir féminin désacralisé. Il s'agit d'œuvres participatives. L'originalité, ce sont des toiles qui s'écoutent. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Le principe, c'est de plugger dans les écouteurs. Des témoignages de femmes qui deviennent des toiles. C'est le concept des œuvres participatives de l'artiste peintre Dimbeng. L'objectif, désacraliser le plaisir féminin. C'est un projet pour briser le tabou sur le plaisir féminin, amener la femme à une meilleure connaissance d'elle-même, de son corps, de sa sexualité, de son sexe. Alors le principe, c'était d'amener des femmes à témoigner sur leurs expériences positives ou négatives. Nous les avons enregistrées et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, je me suis enfermée dans mon atelier puis j'ai commencé donc à peindre à partir de ces témoignages. Cette collection comporte en tout 16 toiles qui représentent tout un univers particulier. L'artiste franco-ivoirienne utilise une technique mixte pour réaliser ses toiles. C'est une technique inspirée d'un courant artistique, le courant artistique majeur en Côte d'Ivoire, qui est le Vouvou, qui est une technique donc de collage, de récupération, qui est aussi une revendication culturelle. C'est un mouvement qui est né à l'École des Beaux-Arts en Côte d'Ivoire dans les années 70 et qui consiste à créer une œuvre à partir des matériaux qui sont à sa portée. Et donc le Mixed Relief reprend le principe de la technique, de la texture. Et en plus de sa culture d'origine, c'est vraiment agréger toutes les cultures que je croise
au long de ma vie et dont je suis le fruit. Après l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, l'Autriche, Dimbeng a posé ses valises à Paris. Ses œuvres ont été exposées en Afrique, aux Émirats arabes unis et en Europe, notamment au siège de l'UNESCO. Information pratique à présent, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Petit-Bourg, la distribution de l'eau potable est interrompue depuis ce matin 7 heures en raison du lavage de réservoirs. Sont notamment concernés les secteurs de Bergette, Carrère, Chemin de Viard, Hauts-de-Sergent, Montebello ou encore Mornebourg. Retour à la normale en fin de soirée. Avant de vous quitter, je vous rappelle cet accident mortel qui s'est produit dans la matinée à Vieux-Habitants sur la Nationale 2 en direction de Basse-Terre pour une raison encore inconnue. Une voiture a fait une sortie de route, le bilan, 2 morts, des blessés. Les victimes étaient en vacances dans notre département et puis également à Baïf en venant secourir justement les victimes. Un camion de pompiers a lui aussi fait l'objet d'un accident. On déplore des blessés, des accidents qui vont alourdir le bilan de la sécurité routière puisqu'au 13 mars, on dénombrait 13 tués sur nos routes, soit une hausse de 44% par rapport à 2015. Aujourd'hui, donc, soyez d'autant plus vigilants que les chaussées sont glissantes. Justement, on va faire le point sur vos conditions météo pour cet après-midi. Les averses seront encore au rendez-vous sur l'ensemble du département. Alors, il y aura tout de même quelques accalmies avec des éclaircies. Les températures seront comprises entre 26 et 28 degrés. Prudence donc, évidemment, si vous devez prendre le volant aujourd'hui. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.